Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Mentors Talk. Je suis très content, très honoré aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir une star du roman initiatique, un écrivain traduit à l'international en plus que 20 langues, l'écrivain français du roman initiatique, Laurent Gounel. Merci d'avoir accepté cette invitation, une première en Tunisie. Bonjour Fares, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à te remercier. On va se tutoyer puisque c'est le Mental Talk qui est très convivial, si tu le permets. Et déjà, merci beaucoup pour ton humilité, pour ta réactivité. Merci à Mathieu Johan aussi d'avoir coordonné ce talk, cette interview. Une première en Tunisie, comme j'ai dit. Tu as un fan club incroyable, Laurent, en Tunisie, si tu le Ah savais. bon, c'est sympa. Oui, Ça oui, me oui, fait oui. plaisir parce que j'aime bien la Tunisie, j'aime bien les Tunisiens, donc voilà, c'est super. Même Tu as si été ça fait déjà en longtemps que je ne Tunisie? suis pas venu, tu sais. Oui, je suis venu plusieurs fois, et ça fait longtemps par contre que je ne suis pas revenu. Ça fait, je dirais, peut-être une petite trentaine d'années. Ah, ça a changé entre-temps, hein. Ça a changé énormément entre-temps. J'espère te voir ici parmi nous bientôt en tant qu'écrivain pour dédicacer tes livres, pourquoi pas à la foire du livre de Tunis. Ce serait un plaisir. Oui, probablement qu'on va coordonner ça. Ça sera un grand honneur de te recevoir. Alors, on est là pour discuter de ton dernier livre, Un monde presque parfait. Mais avant de partir à ce dernier ouvrage, on va commencer un petit peu par la personne. J'ai vu beaucoup de talks, d'interviews cette période, surtout au lancement du livre, où tu parlais de ton enfance, de ton éducation et de tes choix de vie qui ont viré à 180 degrés vers le monde du développement personnel. Enfant de professeur, une éducation assez carrée, sévère, tu te retrouves dans le monde de l'entreprise après licenciement. Si tu peux nous en parler un petit peu. Oui, bah moi j'avais 17 ans quand j'ai dû choisir mon orientation, faire des choix d'études. Comme souvent à cet âge-là, et en l'occurrence, moi je ne me connaissais pas, hein, parce qu'à 17 ans, en général, on ne se connaît pas, on ne connaît pas grand-chose de la vie et du monde. Donc moi j'ai choisi Oui. des études économiques et financières, et je me suis retrouvé en effet à 23 ans, jeune cadre financier dans une grande entreprise. Et en fait, bah, j'étais très malheureux, parce que j'ai compris à ce moment-là que j'avais fait le mauvais choix, et que je voyais bien que j'avais des collègues qui s'épanouissaient dans ce type de poste, mais ce n'était pas mon cas. Donc erreur de Hmm. parcours. Et moi, tu vois, j'ai toujours eu du mal dans la vie à me forcer à faire ce que j'aime pas. Donc en l'occurrence, mes résultats n'étaient pas à la hauteur. J'étais pas bon, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc j'ai fini par me faire licencier. C'était mérité, quoi. Honnêtement, d'ailleurs, j'en ai jamais voulu à mon employeur. Toujours est-il que je me retrouve donc à 28 ans au chômage, après 5 ans pendant lesquels je me suis maintenu la tête hors de l'eau. Je me retrouve à 28 ans au chômage et je m'arrache les cheveux en me disant mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie quoi? J'ai fait toutes mes études dans le domaine financier, ça m'intéresse pas en fait, ça m'intéresse plus. Qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai essayé de monter une entreprise d'import-export, ça n'a pas marché non plus. Donc nouvel échec. Donc je cumulais les échecs comme ça. Et puis un jour, j'ai réalisé que finalement, bah, mes amis ne m'avaient pas quitté, ma famille ne m'avait pas quitté. Et donc j'ai réalisé à ce moment-là que finalement, les gens ne s'intéressaient pas tellement à mes réussites ou mes échecs, et ils ne s'intéressaient même pas tellement à ce que je faisais finalement. Donc s'ils m'appréciaient, c'était quelque part pour qui j'étais, quoi. Et c'est à ce moment-là, comme par hasard, que bah, j'ai su ce que je voulais faire, quoi. J'ai su ce qui m'attirait dans la vie, quoi. Il a vraiment fallu que je lâche prise sur le regard des autres, en fait. Parce que sinon, je pense que voilà, je voulais pas déplaire à mes parents. Je savais qu'ils avaient des attentes par rapport à ça. Ils voulaient que leur fils exerce une profession, on va dire, intellectuelle supérieure, quoi. Et donc, ça limitait le choix, ça limitait le champ du possible, des possibles. Mais à partir du moment où, de toute façon, voilà, j'avais tout échoué, je pense que pour eux, ce qui était rassurant, c'est que j'ai un métier, quel qu'il soit. Donc, j'étais libre. Et à partir de là, je me suis dit, mais moi, ce qui me plaît dans la vie, ce qui m'attire, ce sont les gens, même si, Mhm. paradoxalement, j'avais peur des gens. J'étais extrêmement timide à l'époque, mais néanmoins, j'étais attiré par les gens et par le monde de la psychologie, le développement personnel, auquel je me formais depuis quelques années, mais juste par intérêt, en fait. Et aussi pour résoudre mes problèmes hein, que j'ai évoqués, ma timidité notamment. Et donc, je me suis dit, bah, finalement, Balzac disait, le bonheur, c'est de faire de sa passion son métier.
Donc, bah, je vais faire ça, quoi. Je vais me trouver un métier dans le domaine de la psychologie des relations humaines. Et puis, j'ai décidé de devenir formateur, consultant, formateur, mais un peu comme toi, hein, finalement, si j'ai bien compris ton activité Oui, principale. Donc, je suis retourné sur les bancs de la fac pour me former dans ces domaines. Alors, beaucoup aux États-Unis, parce qu'en France, à l'époque, on était un peu scotché à la psychanalyse. Alors, c'est intéressant intellectuellement, la psychanalyse, mais je me rendais bien compte que ça ne m'apporterait pas les réponses que je cherchais, quoi. Moi, je voulais quelque chose qui soit, je voulais des approches qui soient efficaces à court terme, quoi. Donc, ce qu'on appelle des thérapies brèves, quoi. Donc, je suis parti aux États-Unis, je me suis formé, je suis revenu, je suis devenu consultant et j'ai exercé ce métier avec passion pendant une quinzaine d'années. Et pendant ces 15 ans, en fait, je travaillais assez peu parce que j'étais bien payé pour seulement quelques jours de travail par semaine, peut-être 1 ou 2 jours, 2, 3 jours par semaine. Du coup, j'avais beaucoup de temps. Et comme j'avais du temps et de l'argent, et ben, en fait, je redépensais tout ce que j'avais gagné en formation, en voyage. Donc c'est une époque de ma vie où j'ai énormément voyagé, j'ai rencontré beaucoup de gens, je me suis formé auprès d'enseignants passionnants. Et à force d'avoir beaucoup reçu de tous ces gens, au bout d'un moment, j'ai presque ressenti une sorte de culpabilité. Je me disais, mais je ne peux pas garder ça pour moi. Moi, j'ai la chance de pouvoir voyager, aller me former aux quatre coins du monde. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, il faut partager. Le savoir n'appartient à personne. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de prendre la plume et d'écrire des livres. ça c'est extraordinaire. L'échec, c'est quoi pour toi? L'échec, pour moi, c'est une opportunité extraordinaire pour se connaître et Mhm. pour parfois se réinventer. Et ce sont deux choses qui sont importantes. Se connaître, parce que je pense que dans la vie, on ne peut pas faire l'économie de la connaissance de soi. Beaucoup de gens peuvent essayer de ne pas se poser trop de questions. Toi, ils peuvent se retrouver comme moi à 23 ans sur des rails dictés par les études, sous l'influence des parents souvent. Et puis après, ben, on commence à gagner notre vie. Et puis même si on a un tout petit salaire, tu vois, on est quand même content parce que c'est quand même supérieur à l'argent de poche qu'on avait de nos parents. Donc de quelque part, on est content des premiers salaires. Moi, je me souviens. Et du coup, bah, ça évite de se poser de questions parce qu'on n'a pas envie de remettre en cause ce qui est déjà un équilibre quelque part, un équilibre de vie, parce que premier salaire veut dire aussi souvent bah, prendre son indépendance, puis, voilà, s'éloigner de ses parents, et c'est une phase qui est nécessaire, je pense, dans la vie. Et donc, bah, on s'accroche à ces nouveaux avantages que nous donne un premier salaire, et du coup, bah, on peut éviter de se poser les questions du genre, mais est-ce que ce métier est vraiment bien pour moi? Est-ce que je suis vraiment heureux? Est-ce que je suis épanoui dans ce métier, quoi? Et ça, pour répondre à ces questions, il faut entrer un peu en introspection. Hein, c'est-à-dire Oui, savoir ce qu'on a vraiment dans le ventre, dans notre cœur, au fond de nous, qu'est-ce qu'on veut véritablement, et quel est véritablement, au-delà de nos études, quel est notre talent, quoi. Chacun de nous a un talent, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut apporter au monde, en fait, qu'on peut apporter aux autres, et c'est utile de découvrir son talent, quoi. Parce que je considère que c'est quand on met en œuvre notre talent hein, et qu'on l'offre quelque part au monde, à l'univers, à Dieu, appelons ça comme on veut, quoi, bah, qu'on est à notre place, quoi. Et donc, oui. on a le droit à l'erreur. On peut, comme moi, se tromper dans des choix d'études, par exemple, et c'est pas grave du tout, quoi. Mais je pense que néanmoins, à un moment donné, c'est important d'apprendre à se connaître, savoir ce qu'on a au fond de nous, qu'est-ce qu'on a envie d'offrir au monde, et puis après, d'avoir le courage d'aller dans cette direction, quoi. Donc, l'échec, en fait, permet ça. C'est-à-dire, si on n'a pas voulu faire d'introspection, ben, l'échec, à un moment donné, parce qu'il va nous mettre face à un mur, face à un mur, on ne pourra plus avancer. On va être obligé de se dire, mais finalement, voilà, où est ma place et qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'attends de cette vie. Donc c'est ça que permet l'échec et c'est en cela qu'il permet de se réinventer. Donc l'échec, même s'il n'est pas agréable, il ne faut pas avoir peur de l'échec. D'abord parce que l'échec, ça fait partie de la vie. On est tous amenés à connaître des échecs. Là, j'ai parlé du monde professionnel, mais au-delà de ça, dans tous les domaines, on est conduit à rencontrer l'échec. Et il ne faut pas en avoir peur, en fait. Ça fait partie de la vie et ça nous apporte plein de bonnes choses, et notamment se connaître et se réinventer. Certainement. L'homme qui voulait être heureux est-il bel et bien Laurent Gounel? Et c'est quoi le bonheur pour Laurent Gounel? Alors, L'homme qui voulait être heureux, mon premier roman n'est pas autobiographique.
Il Hmm. y a quelques scènes dans le roman qui sont autobiographiques, mais c'est l'histoire d'un personnage qui n'est pas moi, qui est un jeune homme qui veut devenir photographe, ce qui a jamais été mon cas, quoi. En revanche, il a des points en commun avec moi, ce personnage, notamment en termes de personnalité. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, c'est quelqu'un qui ose pas forcément dans la vie avancer, donc quelqu'un qui doute, quelqu'un qui n'a pas une personnalité très affirmée. Donc oui, il y a des points communs au niveau de la personnalité, mais l'histoire est fictive. Alors je suis effectivement allé à Bali, puisque cette histoire se passe en Indonésie, sur les îles Oui. de Bali. Je me suis bien rendu sur place, j'ai séjourné pendant plusieurs mois pour me former en psychologie, d'ailleurs c'était en 1995, donc ça remonte maintenant, bientôt 30 ans. J'ai en effet, de par mes pérégrinations, rencontré un guérisseur, mais c'était un guérisseur des corps, je dirais, pas des âmes, pas de la psyché, quoi. Donc il m'a inspiré pour la création du personnage du sage, entre guillemets, qui est un personnage Oui. central de ce roman, mais c'est pas autobiographique. Je lui ai prêté des Et le paroles. sage revient. Et le sage revient dans plusieurs livres, et c'est intéressant. Moi, je suis adepte du mentorat, du mentorship, et c'est pour ça que mon cabinet s'appelle Mentors Institute et on est dans Mentors Talk. Hum, A-t-on besoin d'un accompagnateur, d'un sage, d'un mentor pour pouvoir réussir dans la vie? Ben, il y a deux choses. Il y a réussir, mais il y a aussi tout simplement être heureux, quoi. Et, on peut dire que ça va de pair, mais tout dépend parce qu'on entend par réussir. Moi, je fais vraiment une distinction entre réussir dans la vie, donc sous-entendu professionnellement, et puis réussir sa Oui, vie. Je connais des gens qui ont réussi leur vie et qui ont choisi de ne pas travailler, par exemple. Donc, c'est aussi une possibilité. certainement. Voilà, par exemple, en restant à la maison, je connais un homme et je connais des femmes qui voilà, ont décidé de rester à la maison, s'occuper de la famille, des enfants, et qui sont très épanouis et qui mettent en œuvre leur talent par rapport à ça. Maintenant, pour répondre à ta question, est-ce qu'on a besoin de quelqu'un? Oui, je pense que l'évolution, en fait, elle se fait difficilement tout seul dans son coin, quoi. On peut commencer seul dans son coin en lisant des livres, après en allant se former, mais même dans l'acte de se former, on se forme auprès de quelqu'un en général. Je pense que Oui, l'être humain est un être de lien. C'est difficile d'être heureux tout seul dans son coin, c'est difficile de réussir, comme tu dis, tout seul dans son coin. On a besoin de l'autre pour plein de raisons. D'abord parce que la science n'est pas infuse, donc on a besoin d'apprendre des autres. Et puis on a aussi besoin des autres pour nous confronter par rapport à notre vision du monde. C'est-à-dire en fait en nous, on a une vision du monde qui est héritée en partie de nos parents, en partie de ce qu'on a vécu, parce qu'en fait, l'être humain a tendance à tirer des conclusions de ce qu'il vit et parfois des conclusions un peu hâtives et qui deviennent des croyances. Par exemple, tu vois, dans la vie professionnelle, on va essayer des choses et puis parfois on va se tromper, ça va pas marcher. Par exemple, toi qui es beaucoup dans le domaine du management, je crois, quelqu'un qui devient oui. manager, qui décide d'encadrer une équipe pour la première fois, imagine que ça se passe très mal. D'accord, ça se passe mal pour lui, ça se transforme en échec. Eh bien, il se peut qu'il en arrive très vite à la conclusion, je ne suis pas fait pour le management. Sauf que c'est pas une conclusion juste. La conclusion juste, c'est de dire, cette année-là, à ce moment-là, avec cette équipe-là, dans ce contexte-là, dans cette entreprise-là, avec le patron qui était le mien, je n'ai pas réussi, j'ai échoué en management. C'est ça la vérité. Mais il y a un phénomène naturel dans le cerveau humain qui est un phénomène de généralisation. On tend à généraliser le résultat de nos expériences et de l'ériger un J'ai peu en... échoué dans l'absolu. Voilà, donc je ne suis pas fait pour le management. C'est tout à fait faux. D'accord. Donc ça, voilà, l'être humain, on généralise le résultat de ses expériences. Parfois, c'est utile, hein. Un exemple bien connu, c'est le petit enfant qui met la main sur la porte du four, qui se brûle. Et il va en arriver à la conclusion qu'il faut jamais toucher à la porte d'info, ce qui est une bonne conclusion en l'occurrence. Mais c'est une généralisation de l'expérience. Donc c'est à cela que ça sert, en fait, tout est utile dans le corps humain, quoi. Mais en l'occurrence, du coup, comme on généralise les résultats de nos expériences, on tend à arriver avec un certain nombre de croyances à l'esprit, tu vois, qui sont pour nous, que l'on voit comme des vérités alors qu'elles ne le sont pas. Et du coup, on peut se limiter dans la vie. On peut se limiter, croire qu'il y a des tas de choses qui ne sont pas faites pour nous. On peut croire que tel projet qui nous tient à cœur, ben, en fait, on n'en est pas capable, par exemple. C'est juste une croyance, mais ce n'est pas forcément la réalité. Et donc, c'est intéressant de rencontrer quelqu'un, de rencontrer un mentor, de rencontrer un coach, par exemple, un thérapeute qui va nous aider à faire la part des choses entre ce qui est la réalité et ce qui est juste le fruit de nos interprétations et de nos croyances, quoi.
Donc oui, c'est vraiment précieux pour moi d'être accompagné dans la vie. Et qui est ou qui sont les mentors de Laurent Gounel? Puisque tu es le mentor de plusieurs milliers, millions de personnes à travers tes livres. Mais toi, qui sont tes mentors? Alors, j'ai eu beaucoup de mentors, je dirais, dans ma vie. Ça a commencé assez jeune parce que, en fait, très, très jeune, j'ai compris que j'avais besoin d'être aidé, d'être accompagné. Alors, les mentors, c'était soit, d'abord, comme pour beaucoup de gens, c'était mes parents, hein, dans un premier temps, ça a été quelques enseignants. Mhm. Il y a quelques enseignants qui ont compté pour moi, très peu, mais quelques-uns. Ça a été aussi un voisin, par exemple, j'avais un voisin qui exerçait le même métier que toi, qui m'a pris en affection et qui m'a consacré un peu de temps pour m'apprendre à connaître ma personnalité alors que j'étais adolescent. Et puis il m'a conseillé par rapport à des choix de carrière. C'est quelqu'un qui a compté sur moi. Je vais même le citer parce que il est plus de ce monde. J'ai à cœur de le citer. Il s'appelait Jean Ranger, quoi. Voilà, Jean Ranger est quelqu'un qui était mon premier mentor quand j'avais, je dirais, une quinzaine d'années, quoi. Après, il y en a eu d'autres. Et puis surtout, après ma fameuse crise professionnelle et même existentielle, je dirais à 28 ans, et bien là, je me cherchais activement des mentors. Je dirais, ça a été des enseignants, ça a été dans le monde de la psychologie, des gens comme Robert Dilts. Robert Dilts a vraiment été un mentor pour moi. Je me Ouais. suis beaucoup formé auprès de lui aux C'est États-Unis. un ami à moi. J'ai eu l'opportunité de le recevoir 2 fois déjà. Ouais, Ah, excellent. Ouais. Ah, j'adore Robert, mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. ouais. Donc, c'est compté pour moi. Brian Van der Horst, qui était un formateur américain, mais en France, en PNL, aussi a compté sur moi. Quelqu'un comme Yann Arduin. Enfin, il y en a plein, quoi. Et même des personnes décédées, paradoxalement, enfin bizarrement. Je pense à Milton Erickson, par exemple. Je ne l'ai pas connu puisqu'il est mort en Ouais. 1980. C'est un grand psychiatre, père de l'hypnose éponyme, enfin, Ericksonienne. voilà. C'est quelqu'un qui m'a énormément inspiré. J'ai lu ses écrits, j'ai lu énormément de livres à son sujet et il m'a beaucoup inspiré. Une autre personne décédée, c'est Joseph Campbell, le grand mythologue américain, qui a aussi été et toujours d'ailleurs une profonde source d'inspiration pour moi. Voilà, puis après j'ai eu quelques thérapeutes parce qu'au début j'essayais de résoudre mes problèmes psychologiques en lisant des livres ou en me formant. Puis un jour j'ai quand même fini par pousser la porte d'un thérapeute et ça m'a aidé, ça a accéléré en fait mon évolution. Donc il y a eu plusieurs personnes, parmi elles, je pourrais citer Sylvie Tenenbaum ou encore Patricia Chabreuil. Voilà. Patricia a beaucoup compté sur moi, elle m'a beaucoup accompagné dans mon développement. Voilà, et puis un jour, j'ai réalisé que, en fait, tout le monde pouvait être le mentor de tout le monde. Et j'ai réalisé que parfois, un inconnu ou une inconnue que je croisais dans la rue, dans un magasin, avec qui j'allais échanger quelques mots, pouvait m'apporter quelque chose, voire même prononcer des paroles décisives. Ça, d'ailleurs, je me Ouais. suis rendu compte après coup que dans l'adolescence, je prenais des cours de planche à voile. J'ai fait d'ailleurs beaucoup de planche à voile en Tunisie, sur l'île de Djerba, quoi. Et un jour, j'ai un moniteur de... By the way, je suis originaire de Djerba, hein, donc Ah, excellent, excellent. voilà, je viens de Djerba. Mais un jour, il y a un moniteur de planche à voile qui m'a dit, alors, je suis pas bon en sport en général, je suis pas sportif, mais Ouais. en planche à voile, voilà, c'est l'un des rares sports où j'ai réussi à avoir un très bon niveau. Et un jour, j'ai un moniteur qui pourtant m'a dit, bah, Laurent, je t'ai observé et je pense que maintenant, tu vas cesser de progresser. Il m'a vexé, tu vois, j'étais vexé comme un pou. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui te permet de dire ça, quoi? Il m'a répondu, bah, j'ai observé ta pratique et je me suis rendu compte que tu évitais de tomber. Tu évites de chuter à l'eau, quoi. Et il me dit, et à partir de là, ben, tu ne peux plus connaître tes limites, quoi. Donc tu vas plafonner, tu vas plus progresser. Et ça m'a vraiment, vraiment interpellé, quoi. Et j'y pense encore 45 ans après, quoi. Et en fait, sans le savoir, il a été un puissant mentor pour moi, parce que cette phrase, je l'ai méditée, et j'ai compris à ce moment-là que l'échec était important dans la vie, pour une autre Ouais. raison que je l'ai cité précédemment. C'est vrai que ça peut être connaître ses limites, et puis peut-être du coup de repousser un peu nos limites, quoi. Et c'est vrai que si on ne va pas jusqu'à tomber, ben, on ne sait pas jusqu'où on peut aller pour, attraper le vent, en l'occurrence en planche à voile, quoi. Et c'est vrai dans tous les domaines de la vie, quoi. Donc voilà, les mentors, on peut en trouver un peu à tous les coins de rue si on prête attention aux paroles des autres, ou tout simplement si on observe aussi ce que font les autres. C'est-à-dire, il y a des gens dans tous les domaines qui ont des comportements qui peuvent être source d'inspiration.
Et vraiment, dans tous les domaines, ça peut être un boulanger en allant acheter son pain le matin, et on peut observer dans sa relation aux autres, par exemple, qu'il a des choses à nous apporter et qu'on peut apprendre des choses de cette personne. Certainement. Le jour où tu as décidé d'écrire, tu croyais à un futur succès ou c'est juste pour toi que tu l'as fait ou comment ça s'est passé? Alors, c'est pas du tout pour moi que je l'ai fait. Mmh. Je raisonnais pas du tout en termes de succès. En revanche, c'était très, ça me semblait naturel que le livre trouve ses lecteurs et même un grand nombre de lecteurs. Alors, c'était pas du tout de la prétention de ma part. Honnêtement, je suis pas quelqu'un de prétentieux, quoi. C'était plutôt de la naïveté, je dirais, parce que je connaissais pas le monde de l'édition. Et sans doute que si on m'avait dit à l'époque, bah, cette année-là, ce livre apparaît en 2008, hein, si on m'avait dit en 2008, il va y avoir 68 000 livres publiés rien qu'en France la même année, l'année 2008, et ton livre sera un livre parmi 68 000, je me serais sans doute, bah, là encore, bâti les croyances limitantes. Je me serais dit, oh là là, mais c'est impossible, je suis un inconnu, je publie un livre, c'est un livre parmi 68 000 publiés cette année-là, c'est impossible d'émerger, tu vois. Et peut-être même que cette croyance limitante m'aurait freiné dans mon écriture, freiné dans la façon dont je parlais du livre. Et, tandis que moi, j'étais un parfait béotien, j'étais débutant dans ce domaine, je connaissais absolument pas le monde de l'édition. Et donc, j'étais très naïf et je me dis, bah, si mon livre est publié, c'est normal qu'il soit lu. C'était une grande naïveté de ma part, hein. Mais à partir de là, ça m'a sans doute aidé, je pense. Peut-être parce que j'y croyais. Et je pense que quand on croit en ce qu'on fait, on a beaucoup plus de chances de réussir ce que l'on fait, quoi. Donc, cette naïveté m'a servi, je pense. Donc, quand le livre a eu du succès, et c'est arrivé en fait assez vite, hein, pas tout de suite, parce qu'au début, bah, en effet, c'était le livre d'un inconnu parmi plein d'autres. Mais assez vite, Mmh. il y a eu du bouche à oreille de la part des quelques personnes qui l'ont lu. Donc il a fallu du temps, mais ça, la mayonnaise a pris, ça a monté, et puis le livre un jour est devenu un très très gros succès, en effet. Donc ça m'a pas surpris, ça me semblait presque normal, mais une fois de plus, c'est pas de la prétention de ma part. Eh ben, de nos jours, tu es une star internationale, tu donnes des TEDx, tu formes un peu partout, tu donnes des conférences et tu dédicaces tes livres, un peu partout dans le monde. Hem, j'ai senti que tu es très humble. Comment tu maîtrises et tu gères ton ego? Eh bien, écoute, j'ai eu la chance de connaître le succès à travers mes livres à 40 ans passés, même à 42, 43 ans. J'avais suffisamment travaillé sur moi et j'avais suffisamment lu pour savoir à quel point l'ego était un piège, en fait. C'est-à-dire, en fait, il peut être tout à fait tentant et presque naturel, j'ai envie de dire, de s'identifier au succès. De se dire, bah, si je connais du succès ou si mes actions, pour moi c'est des livres, pour d'autres ça peut être autre chose, si mes actions connaissent un tel succès, c'est que je suis quelqu'un d'extraordinaire, quoi. Ça peut être très Mmh. tentant, évidemment, de s'identifier au succès, quelque part de se dire, je suis le succès. Sauf que, c'est faux. Ce sont, ce sont mes livres, Mmh. le succès, c'est pas moi, quoi. Et puis, alors, on peut dire, oui, mais c'est moi qui écris les livres, etc. Oui, et en même temps, je ne suis pas le succès. J'écris des livres qui apportent quelque chose aux gens, et du coup, qui leur plaisent. Mais si je m'identifie au succès, eh bien, quelque part, je me mets en danger. Pourquoi? Parce que le succès, ça peut être éphémère. C'est souvent éphémère. On s'en rend bien compte chez les artistes, chez les chanteurs, chez les comédiens. Il y en a qui vont percer à un moment donné. Voilà, un comédien, il va faire un film, il va être hyper connu. Puis après, ben, on va se détourner de lui. Et ça ne retire en rien sa valeur, quoi. Pareil pour un chanteur, il y a des chanteurs qui font des tubes extraordinaires, parfois qui vont se vendre dans le monde entier, et puis après, ben, beaucoup moins, quoi. Mais la personne est toujours la même. La personne est toujours la même. Donc si la personne s'identifie à son succès, ben, le jour où le succès n'est plus là, eh bien, cette personne peut tomber vraiment en déprime, voire en dépression, se sentir incompris ou se sentir nul. Non, la vérité, c'est que moi, j'avais autant de valeur avant d'avoir du succès que j'en ai aujourd'hui. Et si demain mon succès s'arrête, je serai toujours le même, j'aurai autant de valeur. Parce que la valeur de chaque être humain, elle est intrinsèque. Elle est à l'intérieur de nous-mêmes. Moi, quand j'étais au chômage et que je m'étais fait licencier, je considère que ma personne avait autant de valeur qu'aujourd'hui où j'ai vendu des millions de livres. Ça ne change rien, quoi. Donc, il ne faut pas s'identifier au succès. Donc, ça je l'avais à l'esprit. C'est ce qui m'a permis de garder une grande distance, à tel point que quand mon premier livre a commencé à avoir ce succès que tu évoquais, en fait, j'ai tellement voulu me protéger de ça
que je me suis presque coupé, c'est un peu dommage d'ailleurs, de la joie que ça pouvait procurer. J'ai pas souvenir de m'être dit waouh, c'est extraordinaire ce qui m'arrive. Bah non, en fait, je me protégeais tellement que du coup, je me suis un peu dissocié de ça. Et donc, on pourrait dire que c'est dommage. En même temps, je pense que cette protection est salutaire. Le succès continue, mais y a-t-il cette voix de crainte, de peur de ce jour où il n'y a plus le succès que tu connais? Non, 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 je l'ai présent à l'esprit. Je sais que ça peut venir, ça peut arriver. Et je sais que je serai OK avec ça. Il y aura peut-être un petit peu de tristesse, quoi. Voilà, je vais pas me mentir. Mais honnêtement, je vivrai très bien avec, quoi. J'aurai le sentiment d'avoir accompli ma mission. Et accomplir sa mission, c'est quoi? Et ça, c'est pas pour chacun d'entre nous. C'est, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est mettre en œuvre son talent, quoi. Chacun de nous a un talent. Vraiment, ça, je l'affirme. Et notre mission sur Terre, enfin, l'une de nos missions sur Terre, en tout cas, c'est de mettre en œuvre nos talents pour apporter quelque chose au monde. Donc voilà, si mon succès s'arrête demain, je me dirais, bah, je pense avoir accompli ma mission. Et donc, à partir de là, je pourrais continuer de vivre en paix. Voilà, sans problème. Vraiment, hein, c'est pas une posture de ma part, c'est la vérité. Oui, oui, je comprends parfaitement. De toute façon, il y a un challenge énorme pour les leaders, c'est de maîtriser des outils de management, de leadership et autres. Mais Oui. actuellement, on parle aussi de leadership spirituel et on parle de cette dimension que tu as évoquée dans Et tu trouveras le trésor qui dort en toi. C'est quoi la Mhm. spiritualité pour Laurent Gounel? Ah, la spiritualité, pour moi, c'est ce qui est plus grand que nous. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité une fois que j'ai dépassé mes problèmes à un niveau psychologique. Et je pense que c'est un bon ordre d'ailleurs. Je dis souvent qu'il faut nettoyer le psychologique avant de se connecter au spirituel. Pourquoi? Parce que sinon, on peut s'oublier soi-même. Tu vois, on peut oublier de résoudre nos problèmes. Donc, c'est très bien, je trouve, de s'intéresser à ce qui nous dépasse, à Dieu, à l'univers, on peut appeler ça comme on veut. Je dis ça parce que je respecte aussi les personnes non-croyantes, hein, faut d'abord, il faut pas faire l'économie d'un travail sur soi. Pourquoi? Parce que si on a cette vie incarnée, c'est-à-dire notre âme est incarnée dans un corps, bah, qu'est-ce que nous permet cette incarnation? Elle nous permet d'agir, de faire des choses, de réaliser des choses. Je disais tout à l'heure à quel point mon sentiment avec notre mission sur Terre est de mettre en œuvre nos talents, donc de réaliser des choses. Et je pense qu'en réalisant des choses, on se réalise quelque part. Donc on ne peut pas faire l'économie de ça. Sauf que pour réaliser des choses et mettre en œuvre nos talents, il faut travailler sur soi, parce que tous les êtres humains ont des problèmes. Moi, mes problèmes, c'était essentiellement des peurs quand j'étais jeune. Pour d'autres, ça va être une problématique de colère. Pour d'autres, ça va être une problématique d'image. Il y a des gens qui vont être très, très, très sensibles au regard de l'autre. Et je pense qu'on a tous intérêt à travailler sur nos problèmes à un niveau psychologique. Ça ne veut pas dire passer 15 ans sur un divan, hein. Ça peut être quelques mois, quelques années, tout au plus. Et ensuite, après, on peut passer à autre chose. Et c'est un mouvement naturel. C'est-à-dire, une fois qu'on a résolu ces problèmes, on se regarde moins le nombril, j'ai envie de dire, et on s'intéresse beaucoup moins à sa personne. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Et c'est à ce moment-là où on se connecte plus aux autres, déjà, et on s'intéresse à ce qui nous dépasse, quoi. Donc, la spiritualité, pour moi, c'est aussi répondre à la question pourquoi suis-je sur Terre? Qu'est-ce que je fais là? Quel est le sens de la vie? Et est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il y a un Dieu? Et quelle est ma relation à ce qui est transcendant, à ce qui me dépasse, quoi. C'est ça la spiritualité, là. Et on peut faire un lien avec l'ego, parce que tu parlais, tu m'interrogeais sur l'ego tout à l'heure. Moi, il y a quelques années, j'ai écrit un livre sur la spiritualité qui s'appelle Et tu trouveras le trésor qui dort en toi. Et je l'ai écrit Oui. parce que j'ai eu un jour une intuition, je me suis dit, mais il doit y avoir un lien entre différentes religions. Je suis sûr qu'il y a un lien, et mon intuition, c'était que ce point commun entre les différentes religions avait trait à l'ego. Et en cherchant un peu, bah, j'ai trouvé en effet que dans plein de religions, il y a une invitation à la libération de l'ego. C'est vrai dans le christianisme, c'est vrai dans le taoïsme, c'est vrai dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, c'est vrai dans l'islam. L'islam aussi. Bien Ouais. sûr, bien sûr, rien que la prière chez les musulmans, enfin, le fait d'être à genoux, c'est bien. Ouais. Pour moi, c'est un symbole du fait que je me mets à genoux, je reviens à la terre, et quelque part, je m'incline devant Dieu, c'est ça.
pour moi la forme de la prière musulmane, quoi. Et même le fait d'être à terre, d'ailleurs à genoux à terre, ben, ça me ramène au niveau de la terre. Et on parlait d'humilité tout à l'heure, la racine latine de humble, de l'humilité, c'est l'humus. L'humus, c'est la terre. Voilà, Ouais. donc la spiritualité invite à se libérer de l'ego, quoi, parce que les sages spirituels, les religieux, savent que ben, l'ego est ce qui peut nous perdre, en fait, ce qui peut perdre un homme. Être dans l'ego, c'est ce qui peut nous faire passer à côté de notre vie, en fait. J'ai eu l'impression, en suivant la chronologie des livres, qu'il y a, je ne sais pas, est-ce que c'est venu par hasard ou c'est prémédité, mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine chronologie. On commence par le bonheur, on part vers la philosophie, la spiritualité, la sagesse, on part vers la liberté. Je te promets la liberté, on revient à l'intuition et on revient à la problématique de la liberté dans le dernier livre, Un monde presque parfait qui m'a ébloui, mais qui m'a fait tant peur parce que j'ai réfléchi aussi à l'avenir de la nouvelle génération, de mes filles, des jeunes actuellement, comment ça va se passer dans le futur pour eux. On va commencer par l'intelligence artificielle. Laurent Gounel et ChatGPT, comment ça se passe? Bon, moi, je n'utilise pas ChatGPT, je suis même jamais allé dessus, mais j'ai eu droit à une démonstration par mes filles. Moi, j'ai deux filles, une de 18 ans, une de 15 ans. Tu as des filles aussi? D'accord. Ouais, ça. Deux filles, j'ai deux filles, oui, voilà. Euh, Elles m'ont fait une démonstration et c'est en effet assez bluffant, quoi. Ma fille aînée a posé une question philosophique à ChatGPT. Je veux dire que la réponse était plutôt pas conne, quoi. Et d'ailleurs, mes filles m'ont dit, et c'est là où ça devient intéressant, elles m'ont dit bah, que toutes leurs copines, ou la quasi-totalité de leurs copines, faisaient faire leurs devoirs scolaires par ChatGPT. Ça Ouais. interpelle parce que voilà, les devoirs, c'est parfois contraignant, évidemment, les devoirs, et en même temps, c'est ce qui permet aux enfants d'apprendre. L'enfant a besoin d'effectuer des devoirs pour faire appel aux connaissances nouvellement acquises et puis les intégrer. C'est vraiment le fait de mettre en œuvre les connaissances et les compétences qui permet de les intégrer. Et donc, si les enfants maintenant font faire leurs devoirs par ChatGPT, ben, ça veut dire qu'ils ne vont pas intégrer le savoir. Ils ne vont rien intégrer, et donc ils ne vont rien apprendre. Donc ça, c'est quand même très, très préoccupant pour nous tous en tant que civilisation, parce que si les jeunes n'apprennent plus, ben, dans 20 ans, à quoi va ressembler notre civilisation, quoi. Ça peut ressembler à un moment à un effondrement généralisé. Je dis généralisé parce qu'évidemment, ces outils sont ou vont être utilisés sur toute la planète, quoi, dans le monde entier, quoi. Donc il y a une vraie question par rapport à ça. J'ai envie de dire, moi je dis souvent que les outils technologiques tels que l'intelligence artificielle sont de bons serviteurs, mais de mauvais maîtres. Donc attention à l'usage qu'on en fait, quoi. Il n'y a pas de mal à utiliser ces outils, mais il faut être conscient déjà de ce que ça induit en nous. Et à partir de là, faire en sorte d'avoir une utilisation qui permet de faire en sorte qu'ils restent à leur place et donc qu'ils restent des serviteurs. Est-ce que tu es une personne intuitive? Oui, comme tout le monde. Comme tout le monde, chacun de nous a cette capacité qu'on appelle l'intuition. L'intuition, c'est quoi? C'est l'accès direct et immédiat à une vérité. Mhm. C'est-à-dire l'accès à une information qui n'est pas directement accessible par nos cinq sens. Donc, quelque chose qu'on ne peut pas directement voir, entendre, sentir ou goûter. Alors moi qui suis de culture scientifique, je dirais, j'avais eu du mal à y croire il y a encore 7 ou 8 ans, jusqu'à ce qu'on m'initie à une méthode qui permet d'accéder sur commande à ces intuitions. La méthode, elle s'appelle le remote viewing, hein, littéralement visualisation à distance. C'est une méthode très très structurée qui permet en effet d'activer son intuition, sachant que même au-delà de la méthode, l'intuition c'est quelque chose qu'on a tous en nous. Je pense que beaucoup de gens, sans doute parmi nos auditeurs aujourd'hui, l'ont expérimenté. C'est vous pensez à un ami dont vous n'avez pas de nouvelles depuis longtemps, et puis hop, votre téléphone sonne, ou vous recevez un SMS, et c'est l'ami en question. En fait, c'est juste que Oui, l'information est parvenue à vous avant même qu'il compose le numéro, quoi. Voilà. On ne sait pas l'expliquer. Il y a plein de recherches qui ont bon, certes démontré scientifiquement que ça existait, ça c'est facile, mais aucune de ces recherches n'a réussi à expliquer comment ça fonctionne. On sait juste que l'intuition se manifeste dans le corps sous forme de micro-mouvements et que parfois, comme si le corps était un miroir de la réalité extérieure,
Et puis, une partie de ces micro-mouvements vont remonter à l'esprit sous forme d'idées, puis on va avoir voilà, un flash, une idée, ça peut être une image, des sons, un ressenti et qui nous viennent à l'esprit, quoi. Là, quand je dis le corps est un miroir de la réalité extérieure, c'est intéressant de réaliser que intuition vient du latin intuitio, donc c'est le titre d'un roman que j'ai écrit sur ce sujet, et intuitio en latin, c'est le miroir de l'extérieur, le miroir de la réalité. Et malheureusement, à travers ce livre, Un monde presque parfait, j'ai l'impression qu'on va perdre ce miroir parce que tout simplement avec une injection d'une micropuce sous-cutanée qui est régulatrice des émotions, plus de l'intelligence artificielle des robots qui décident pour nous notre vie, ça c'est ce que vit le personnage principal au début du livre qui donne l'impression qu'il vit dans un monde parfait. Et toi, tu t'opposes pas complètement, mais en partie à ça, parce que j'ai l'impression que Laurent Gounel a peur de cet avenir basé sur l'intelligence artificielle et le non-choix personnel, quelque part. Oui, bah, c'est un roman d'anticipation, hein. C'est là que j'ai Oui, imaginé en effet notre avenir, mais pas dans 50 ans, hein. C'est notre avenir dans 5 ou 10 ans, hein. Donc ça va aller très vite, en effet, avec oui, des aspects positifs. Donc je décris une société qui est ultra confortable, où on est tous assistés, aussi bien dans notre quotidien, comme c'est déjà le cas d'ailleurs, que par rapport à notre vie intérieure, avec en effet un implant régulateur d'émotions pour qu'on ne ressente plus des émotions négatives telles que la tristesse, la déprime, etc., quoi. Et en corollaire, je dirais, ben, on se rend compte que, et c'est déjà le cas aujourd'hui, hein, c'est-à-dire mon but en écrivant ce roman n'était pas seulement d'imaginer l'avenir, c'était plutôt en se positionnant dans un avenir très proche, de décrire le monde d'aujourd'hui et la direction que l'on prend, afin que chacun puisse se réapproprier sa vie et faire ses choix en conscience. Parce qu'en l'occurrence, plus on est aidé par des algorithmes, ce genre de robots, et plus en fait on abandonne notre pouvoir de décision. Et on se rend compte aujourd'hui, sur la route, la plupart des gens, ils vont se confier à un GPS qui va dessiner à leur place, décider à leur place de leur itinéraire. Les gens, ils vont prendre un TripAdvisor pour choisir le petit resto qu'ils vont faire à midi, etc., etc. Et il n'y a pas de mal à ça, évidemment, hein. Mais c'est juste, ça correspond à une forme d'abandon de notre pouvoir de décision. Et ça, petit à petit, ça tend à se généraliser dans les entreprises. Il y a des normes maintenant, il y a des normes ISO, par exemple, en France. J'imagine que ça doit être pareil en Tunisie, puisque ça, c'est l'hôtel des États-Unis, j'imagine, comme beaucoup de choses. Et donc, ces oui. normes, voilà, ces normes visent à quelque part à décider à notre place de la façon dont on doit travailler, quoi. Faut appeler un chat un chat. Et, et donc, alors ça part d'une bonne intention, hein, qui est de normer le travail, faire en sorte que le travail réponde à certains standards de qualité, quoi. Donc ça part d'une bonne intention, oui, et en même temps, ça nous prive d'un pouvoir de décision, ça nous prive quelque part aussi de l'exercice de l'intelligence. Tu vois, moi je pense que si les Alliés ont gagné la Seconde Guerre mondiale, c'est notamment parce que les Français ils sont mal organisés, contrairement aux Allemands, quoi. En France, c'est un peu n'importe quoi. On a une culture quand même méditerranéenne et latine assez marquée, quoi. Les Allemands étaient super bien organisés, mais quand tu es trop bien organisé, que tu as des process pour tout, bah, finalement, tu évites de réfléchir. Les Français étaient beaucoup moins organisés, bah, du coup, ils avaient l'habitude de prendre des décisions, d'improviser sur le terrain, et ça leur a servi à un moment donné. Tu vois, donc quand on met trop de normes dans les entreprises et qu'on prive les gens d'un pouvoir de décision, et j'ose dire d'improvisation, bah, en fait, ça rend un petit peu bête, quoi. Et puis au-delà de ça, je pense que le pouvoir de décision, qu'on tend donc à abandonner à notre époque, il est au cœur de notre humanité. Parce que tu vois, quand tu prends une décision, ben, quelque part, tu exprimes qui tu es. C'est ton choix, quoi. Quand tu prends une décision, donc tu exerces ta liberté. Et la liberté elle-même, tu sais que c'est un thème qui m'est cher, hein. La liberté, pour moi, elle est vraiment indissociable de notre humanité. Elle est essentielle à tout être vivant. Moi, je raconte dans ce roman qu'un éléphant d'Afrique vit en moyenne 51 ans alors Oui, qu'il est fait à la famine, au virus, au braconnage, etc. Maintenant, tu prends cet éléphant, tu le mets dans un zoo, toujours en Afrique, hein, tu ne le dépayses pas, tu lui donnes une nourriture parfaitement équilibrée tous les jours qui répond à ses besoins nutritionnels, tu le mets à l'abri des braconniers, bien sûr, et tu le vaccines contre tous les virus qui pourraient l'attaquer. Bah, il va vivre 17 ans, 3 fois moins. La oui. seule chose qui lui manque, c'est la liberté.
Pour moi, tout être vivant a besoin de liberté. Donc attention à ne pas abandonner notre liberté, renoncer à notre liberté au profit d'algorithmes qui décident pour nous, au profit de normes qu'on nous met dans tous les sens, quoi. Donc ça, c'est une vraie question, c'est un vrai débat. Et ce roman, voilà, vise à donner envie aux gens de se réapproprier leur liberté. Et il y a des personnes qui défendent aussi l'idée que on migre vers un monde parfait si Mhm. tout est bien calculé avec des algorithmes d'intelligence artificielle. Et l'être humain ne va pas devenir incompétent parce que tout simplement, sa compétence est de pouvoir prompter, écrire correctement des algorithmes, des consignes pour l'intelligence artificielle. Oui, Qu'est-ce que tu oui. en penses de ça? Bah, d'abord, je pense qu'il y aura de moins en moins de gens qui concevront des algorithmes, puisque très, très rapidement, les programmeurs, les informaticiens seront remplacés par l'intelligence artificielle, quoi. Mm. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, sait écrire des programmes. Non, il ne Ouais. faut pas croire qu'on sera à l'abri de la suppression d'un poste en devenant informaticien, quoi. À part à devenir informaticien à vraiment top niveau, plus. Où là, en effet, il y aura encore du travail, mais je pense que l'intelligence artificielle risque de supprimer beaucoup de postes, hein. Beaucoup de postes, hein. Il y a plein de métiers qui vont disparaître et à très court terme, ça commence déjà, hein. Tu vois, dans mon domaine, par exemple, en Europe, il y a beaucoup de maisons d'édition qui ont licencié leurs traducteurs parce qu'ils confient la Ouais. traduction des livres à des intelligences artificielles. Donc, il y a juste un humain qui va relire la traduction vite fait, mais voilà, donc les traducteurs ont perdu leur métier, les graphistes sont déjà supprimés un peu partout, parce que l'intelligence fait très bien le graphisme, l'intelligence artificielle. Donc il y a plein de métiers qui vont disparaître, quoi. Donc ça pose la question de quel est le rôle des humains sur Terre, quel est le sens d'une vie. Alors, il y a des métiers qui vont disparaître et c'est tant mieux, parce qu'il y a des métiers qui sont plus source de souffrance, de corvée. Donc là, on serait plutôt content de les voir remplacés par des robots. Mais la plupart des gens, et là les sondages le montrent, s'épanouissent dans leur travail, même s'il y a des inconvénients, il y a des corvées dans tous les boulots, même dans le mien, hein. Mais les gens, globalement, s'épanouissent, ils se réalisent dans leur métier. Donc si on remplace leur métier par des IA, la question c'est comment est-ce que les gens vont s'épanouir? Moi, je pense pas qu'on puisse s'épanouir en passant ses journées devant Netflix, hein. Je pense que Netflix, c'est rigolo 5 minutes, hein, mais je pense pas qu'on puisse s'épanouir en regardant un écran, la télé ou les jeux vidéo, quoi. L'être humain a besoin de réaliser des choses. Une fois de plus, il a besoin de mettre en œuvre ses talents. Je suis tout à fait d'accord. Alors, justement, on n'a pas le choix. Comment survivre dans ce monde, selon Laurent Gonel? Hmm. On Bah, est dépassé par l'intelligence artificielle, par la technologie, mais comment pouvoir survivre et garder son humanité, son humanisme? la clé, c'est l'éveil des consciences. C'est-à-dire, c'est de pas acheter les yeux fermés n'importe quelle technologie. Oui à la technologie, en faisant en sorte que ça reste un serviteur. Je vais donner un exemple concret, quoi. On a tous aujourd'hui un téléphone portable. Voilà, j'en ai un à côté de Oui, moi, un téléphone portable. Si le téléphone, il nous sert à téléphoner, à être en contact avec nos amis, à avoir des informations si c'est un smartphone, ok, il y a aucun problème. C'est utile. À ce moment-là, c'est un bon serviteur. Si mon téléphone accapare mon attention, et dès que j'ai une minute de libre, j'allume mon téléphone pour faire un jeu vidéo ou même aller sur la presse en ligne ou rechercher de la stimulation, à ce moment-là, mon téléphone devient mon maître. Pourquoi? Parce que le mmh, téléphone, et je l'explique dans ce roman, quoi, le téléphone, comme la plupart des écrans et des applications, nous stimule tellement qu'elle provoque une production de dopamine du cerveau. Dopamine, c'est une hormone, hein, c'est un neurotransmetteur qu'on appelle vulgairement l'hormone du plaisir. Pourquoi? Parce que cette hormone, elle est produite pardon, par le cerveau en général lorsqu'on réussit quelque chose. Donc, tu vois, toi, par exemple, tu es coach. Ben, si tu réussis une séance de coaching et que ton client est satisfait, ben, tu auras vraisemblablement une décharge de dopamine. D'accord? certainement. Oui, et les neurologues, voilà, surnomment ça le circuit de la récompense. Pourquoi est-ce que ça va te récompenser? Et quelque part, ça va t'inciter à renouveler l'expérience. Parce que mener un coaching, ça te demande un gros effort de concentration, un gros effort de mobilisation de tout ton cerveau, de toutes tes ressources pour pouvoir formuler les paroles qui vont apporter quelque chose au client que tu accompagnes. D'accord? Donc ça te demande un effort. Et cet effort, il est coûteux. Et la récompense, c'est la décharge de dopamine.
Sauf que si tu as, avec ton téléphone portable ou n'importe quel écran, une décharge de dopamine comme ça, simplement parce que tu as collecté un like en publiant une photo ou je ne sais quel commentaire sur ton réseau social favori, par exemple, ou parce que tu as réussi à tuer un ennemi sur ton jeu vidéo favori, tu as une décharge de dopamine comme ça, bah, au bout d'un moment, c'est tellement facile d'avoir des décharges de dopamine avec les écrans, quasiment à la minute, comme ça, qu'au bout d'un moment, tu risques d'avoir beaucoup de mal à te concentrer, à faire l'effort nécessaire pour une séance de coaching, tu vois, parce que c'est tellement facile d'avoir de la dopamine par ailleurs. Donc ça, c'est vrai pour nous tous, tu vois. Moi, je me rends compte parfois que lorsque je rame pour trouver une formulation, quand j'écris, tu vois, ben, parfois, hop, mon cerveau me dit, ah, et si tu allais lire la presse en ligne? Mais vraiment, j'ai ça qui Hmm. me traverse l'esprit. Ça, c'est le signe que, comme je suis en souffrance, j'ai besoin d'une décharge de dopamine. Mais au lieu de persévérer, tu vois, dans l'effort pour avoir, in fine, la décharge de dopamine, lorsque je retrouvais la belle phrase, la belle formulation que je cherche, ben, mon cerveau me dit, tu sais, tu as un moyen finalement très simple de l'avoir, ta dopamine, c'est va sur Internet, tu vois. Et donc, C'est là, un programme. voilà, et donc je me laisse avoir, tu vois, si je fais pas l'effort de rester concentré sur ma tâche, sur la tâche que je suis en train d'effectuer, bah, au bout d'un moment, je serai incapable de faire quoi que ce soit, quoi, tu vois. Moi, je vais passer ma vie sur mon téléphone ou sur un écran. Donc, c'est pour ça que je dis que la solution, c'est l'éveil des consciences, c'est connaître ça. C'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre pour diffuser ce genre d'informations. Parce que quand on a ça à l'esprit, à ce moment-là, on peut garder son téléphone, son écran, tout ce que vous voulez, comme un serviteur, quoi, mais ne pas se laisser piéger. Parce que ça peut vraiment nous foutre en l'air la vie, quoi. Les jeunes sont particulièrement concernés. Moi, j'en parlais récemment encore avec des professeurs qui viennent me voir en séance de dédicace. J'ai même discuté récemment avec la présidente d'une université qui me dit, mais les jeunes n'arrivent plus à se concentrer maintenant. Au-delà Oui. de quelques minutes, même dans l'enseignement supérieur à l'université, il n'y a plus personne au bout de quelques minutes, ils n'arrivent plus à faire l'effort de se concentrer. Pourquoi? Ils ne sont pas plus bêtes qu'avant, hein, les jeunes. C'est juste que maintenant, ils sont beaucoup trop sur leurs écrans, donc ils ont trop facilement de la dopamine, et du coup, ils deviennent petit à petit ennemis de l'effort. Donc c'est vraiment Mais, mais, intéressant d'avoir ça à l'esprit. mais, mais toi, Laurent, tu es un expert. Tu as probablement atteint cette élévation spirituelle ou cet éveil de conscience de haut niveau. Mais les personnes qui nous écoutent là, ils se posent des questions. Comment je pourrais me débarrasser de ces distractions, développer cet éveil de conscience, me reconnecter avec moi-même dans ce monde bruyant, hyper technologique? Oui. Ah, déjà, il faut diffuser l'information, il faut partager, il faut expliquer tout ça, parce que même les jeunes, moi j'en parle à mes filles par exemple, tu vois, elles ont un téléphone portable, mes filles, mais je leur Oui, explique quel est l'effet sur elles et je leur conseille des principes, tu vois, d'utilisation. Et en l'occurrence, je leur dis ne faites jamais vos devoirs avec le téléphone posé à côté sur le bureau, parce que si vous faites oui. vos devoirs avec le téléphone sur le bureau, bah, vous allez voir les messages qui arrivent, puis vous serez tenté de le regarder. Et puis un message, bah, c'est une décharge de dopamine. D'accord. Donc moi je leur dis, bah, vous pouvez aller sur un réseau social pour rester en contact avec vos amis. Je ne veux pas vous couper de vos amis, je sais que maintenant ça se passe comme ça, mais faites-le 20 minutes avant le dîner le soir. Voilà, quand vous avez fini vos devoirs, à ce moment-là, vous prenez 20 minutes et vous allez en effet chatter, enfin je ne sais quoi avec vos amis sur un réseau social, pourquoi pas, quoi. Mais c'est limité dans le temps. Mais c'est vrai aussi pour nous. C'est là, moi, maintenant, je m'impose, entre guillemets, une certaine discipline qui est de me dire, bah, non, je regarde pas la presse en ligne quand je suis en train de travailler, quoi. Non, il y a des moments Hmm. pour. Et puis il y a aussi des moments où je vais éteindre mon téléphone en me disant, je reste un peu seul avec moi-même parce que je veux pas être distrait, je veux aussi rester dans le silence. Parce qu'en fait, le problème aussi de tous ces outils technologiques, c'est qu'ils suppriment le silence. Mais on a besoin de silence dans la vie, quoi. La prière, d'ailleurs, pour les religieux, ça sert aussi à ça. C'est un moment où on est seul avec soi-même, seul avec Dieu, si on croit en Dieu, quoi. Et on n'est pas en permanence surstimulé par toutes ces machines, par les jeux vidéo, par la presse, par les réseaux sociaux. C'est important de garder un moment où on est seul avec soi-même. Donc, tu vois, pas besoin d'être un maître spirituel, que je ne suis pas d'ailleurs, pour se donner des petites règles de vie comme ça, assez simples finalement, où on va du coup se protéger et préserver notre intimité, préserver notre intériorité et notre équilibre psychique. En relation avec ce livre, est-ce que tu considères que le fait d'être accro des likes, des j'aime, sur les médias sociaux, on partage quelque chose et on attend que les autres réagissent, c'est un défi d'estime de soi ou de connexion avec les autres? C'est quoi les raisons
de cette nouvelle addiction, malheureusement. En fait, les gens et même les jeunes n'ont pas d'addiction à leurs écrans, contrairement à ce qu'on pense. Ils ont de l'addiction, pour moi, à la dopamine produite par leur cerveau par ces écrans. Voilà, c'est ça en fait, les réseaux sociaux, quand vous avez un like, eh bien, ça vous donne une décharge de dopamine et les gens, ils en veulent de plus en plus. Elle vient de là, l'addiction en fait. Alors après, Ouais. derrière, oui, c'est aussi alimenté par, en effet, sans doute un besoin de reconnaissance, parce que bah, l'être humain a besoin de reconnaissance. Voilà, faut le savoir. On le sait bien, on a besoin de l'approbation des autres. On est content quand les autres nous aiment, on est content quand les autres approuvent nos propos ou valorise nos résultats et nos actions. Il n'y a pas de mal à ça, faut pas se blâmer pour ça, quoi. Maintenant, c'est intéressant aussi de réaliser que si on a fait un travail sur soi, notamment, par exemple avec un thérapeute, et qu'on a appris à s'aimer, ben à ce moment-là, on a un peu moins besoin de cette reconnaissance. Et ça, c'est Mm. important parce que ça nous donne plus de liberté. Évidemment, si nos actions au quotidien sont uniquement dictées par la volonté de quérir l'approbation des autres, d'être admiré, d'avoir des likes, ben en fait, on n'est pas libre. Ça veut dire que notre vie est dictée par ce qu'attendent les autres. Et c'est bien le problème aussi pour les jeunes, parce que un jeune, quand il se construit, ben, quand il est très jeune, quand il a jusqu'à 15 ans à peu près, il va se construire en fonction des autres. Alors, en fait, c'est pour ça que les jeunes, ils veulent avoir le même code vestimentaire que les autres autour d'eux. Il ne faut surtout pas qu'ils soient différents. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être acceptés par le groupe. Mais il y a un besoin d'appartenance qui vient avant le besoin je dirais, de réalisation de soi et d'estime de soi. Mais à un certain âge, et c'est après 15 ans en général, mais bon, ça peut varier, puis je ne suis pas un pédopsychiatre, hein, mais à un certain âge, en tout cas, le jeune, il va aussi développer son individualité. Et c'est très important. Et donc, il va être un peu tiraillé entre bah, je veux plaire aux autres, je veux rester accepté par le groupe, et en même temps, bah, je veux affirmer qui je suis, j'ai le droit d'être un peu différent des autres. Sauf que c'est très important qu'il trouve un équilibre dans cette tension entre ces deux désirs qu'il a en lui. Et c'est cette tension et la résolution de cette tension qui va donner un équilibre, qui va donner un adulte équilibré, en fait. Mais sauf que si le jeune passe son temps sur les réseaux sociaux et donc passe son temps à chercher des likes, il va se construire uniquement en fonction de l'extérieur. Il ne va pas développer son unicité, son individualité, sa singularité. Il va uniquement se construire en fonction de l'autre. Et ça, c'est dramatique sur le plan de l'équilibre psychique du futur adulte. Certainement. Quelques questions de clôture de ce talk. Ça passe très très vite avec toi, Laurent, et je te remercie d'ailleurs pour toutes ces idées extraordinaires. Comment écrit Laurent Gounel? C'est quoi tes habitudes d'écriture? Parce que je pense que tu t'es promis d'écrire un livre par an, a priori. Ah non, non, pas du tout. Non, non, Non? je mets en moyenne un an et demi, 2 ans pour écrire un livre. Et au contraire, je prends mon temps, je ne me donne pas d'objectif. Je trouve que ce serait pas pertinent de se donner un objectif. Ce qui est pertinent, c'est d'être sincère par rapport à ce que j'ai envie de transmettre, tu vois. Ça rejoint la discussion d'avant. C'est-à-dire, je pourrais avoir une démarche, entre guillemets, marketing, me dire, tiens, qu'est-ce que les gens ont envie d'entendre, puis écrire ce que les gens ont envie d'entendre. Mais si je fais ça, je vais me perdre. Je vais passer à côté de ma mission, je vais passer à côté de ma vie, je dirais. Oui. Donc moi, je suis dans une démarche inverse qui est de se dire, qu'est-ce que j'ai envie de partager, quoi. Qu'est-ce qui m'anime, moi, en ce moment, qui me semble important pour un être humain et que j'ai envie de partager. Donc ça part de là, ça part d'une intériorité. Et après, la démarche d'écriture est une démarche vers l'autre, puisque j'écris pour les autres. Je n'écris pas pour moi. Hein. C'est pas une écriture thérapeutique. Une écriture peut être thérapeutique. Il y a des gens qui écrivent un journal intime, ils se font du bien. Moi, c'est pas le cas. J'écris, je publie parce que je mets mes écrits à disposition des autres. Donc j'écris pour les autres. Donc mon écriture, elle est en 3 temps. D'abord, une fois que je suis animé par ce thème et que j'ai identifié ce thème et ces messages que j'ai envie de passer, moi j'écris sous forme de roman. Donc, il faut que je trouve une histoire. Donc, il y a un premier temps dans mon travail, et c'est le plus long d'ailleurs, ça prend au moins une bonne année, 1 an, voire parfois 1 an et demi. C'est un travail d'accueil, d'idées, de personnages, de scènes qui vont me permettre de mettre en scène les messages que j'ai envie de partager. Donc ça, c'est le gros du boulot pour moi. Et c'est un peu bizarre, parce que les idées me viennent dans le désordre. Je peux avoir la fin avant le début. J'ai une scène qui surgit, je ne sais pas trop ce que je vais en faire, mais j'accueille, donc je note. J'ai des grandes feuilles de papier à dessin, je note tout.
Et puis, seulement dans un deuxième temps, il y a une phase de plan. Là, je vais organiser un peu toutes mes idées, je vais ordonnancer tout ça jusqu'à avoir un plan. Et après, seulement, je passe en phase d'écriture, qui est une phase, je dirais, qui est assez rapide. Ça dure 6 mois à peu près. Je mets 6 mois, parfois même moins, pour écrire un livre. Mais j'ai tout le plan, j'ai tout le déroulé, je sais exactement où je vais. Et c'est une phase de plaisir, je dirais, parce que là, vraiment, j'ai toute mon histoire, je sais qu'elle tient la route. Et donc, j'ai plaisir à choisir les mots, à choisir la mise en scène, en fait, des scènes, de façon à faire vivre au lecteur une sorte de film intérieur qui va lui permettre d'avancer dans cette histoire et puis de recevoir les messages que j'ai envie de partager. Mais moi, si j'écris sous forme de roman, c'est parce que je crois au pouvoir métaphorique du roman. Depuis la nuit des temps, les gens se racontent des histoires et ont plaisir à lire ou entendre des histoires. Et pourquoi on a plaisir à écouter ou lire des histoires? Parce qu'en fait, à travers des histoires, on apprend à vivre, en fait. Si loin que remonte voilà, l'écriture, enfin, et même avant l'écriture, les gens se racontaient des histoires. Même au fin fond de l'Afrique, il y avait des griots qui racontaient des histoires. Dans le monde Ouais. gréco-romain, on connaît la mythologie, mais il y a eu des mythologies dans le monde entier, en fait. Et à travers toutes ces histoires, on apprend à vivre, en fait. Et donc, c'est pour ça que j'écris sous forme de roman, hein, que j'écris pas des essais ou des guides. C'est que les histoires nous aident à vivre. Qui est ton premier lecteur Ma femme. après avoir... Ah, ta femme. OK. Eh, On est lecteurs, toujours. ah ouais, toujours, parce que ma femme, je valorise énormément son point de vue. Ma femme, je sais qu'elle va être sincère, elle va pas me dire quoi que ce soit pour me faire plaisir. Elle est très cash, hein, ma femme. Donc, s'il y a un passage qu'elle n'aime pas, ou si elle rentre pas dedans, elle va me le dire. Elle va pas prendre de précautions. Bah, parfois, voilà, je vais mettre 3 jours à m'en remettre. Et avant de me dire que, bah oui, elle a raison, quoi, elle a raison. Donc, je vais remanier un passage. Et parfois, tu sais, il suffit de remanier juste quelques phrases pour tout changer, quoi. Je me souviens une fois d'un livre, elle me disait, non, la motivation du personnage n'est pas crédible. Elle me dit, j'y crois pas. Alors, c'est Hmm. dur, quand même, parce que le livre est fini quand je lui remets le manuscrit, hein, elle ne le lit pas au fur et à mesure, quoi. Donc, ouais, je me prends ça dans les dents, tu vois. Et puis, je prends du temps pour réfléchir, et puis je relis et je me dis, bah oui, elle a raison. Et en fait, il a fallu, cette fois-là, il a suffi que je change, mais vraiment quelques phrases dans le premier chapitre pour que ça change complètement et qu'on comprenne en effet la motivation de ce personnage et qu'on le suive. Parfois, c'est assez subtil, hein, l'écriture. Ma dernière question, après je te laisse la parole pour t'adresser à ton lectorat tunisien et africain francophone. Laurent Gounel, Un monde presque parfait, édition Mazarine, déjà dans les librairies en Tunisie, dans le monde entier. Déjà, je pense que ça a commencé à être traduit en différentes langues. Est-ce que le prochain livre est déjà prêt dans la tête de Laurent Gounel? Alors, il n'est pas du tout prêt, mais il est en préparation, je dirais. Oh, Ce qui est clair, c'est qu'il y a un thème qui m'anime énormément et je veux à tout prix écrire sur ce thème. Maintenant, le challenge pour moi, c'est de trouver une fois de plus l'histoire qui va me permettre de porter ce thème. Voilà, donc là, je suis en plein dedans, j'ai des idées qui émergent, j'ai une première idée qui m'a enthousiasmé, et puis au bout de 8 ou 10 jours, je me suis dit non, en fait, c'est pas du tout une bonne idée. Voilà, ça fera un roman assez moyen, c'est bourré de lieux communs et de clichés, donc j'ai tout mis à la poubelle, je suis reparti sur une autre idée, donc voilà, ça va durer un an et demi, hein. Donc, oui, oui. il faut que je m'arme de patience, mais c'est en préparation. Finalement, je tiens à te féliciter. Félicitations pour le succès de tes livres, du nouveau livre Un monde presque parfait, déjà, comme j'ai dit, dans les librairies. Je te laisse le dernier mot et je te remercie infiniment. C'était un grand honneur de te recevoir une première fois en Tunisie en ligne. J'espère te voir bientôt parmi nous en Tunisie, puisque tu aimes la Tunisie. Tu as été Ouais, plusieurs fois, mais ça fait 30 ans que tu n'as pas été. mais Qu'est-ce que oui. tu voudrais dire et partager avec ton fan club? Ah, bah écoute, moi, j'ai rien préparé, je m'attendais pas à ça. Qu'est-ce que je veux préparer? Bah, d'abord, j'ai envie de dire bah, merci, puisque vous lisez mes livres, donc je suis très, très touché, quoi. J'ai aussi envie de vous dire, bah, peut-être en lien avec le thème de ce livre, qui est donc le thème de la liberté, de la prise de décision. J'ai envie de vous dire, voilà, la liberté est quelque chose qui est vraiment au cœur de votre humanité, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas abandonner comme ça. Donc, ayez ça à l'esprit, j'ai envie de dire, gardez ça à l'esprit et gardez votre pouvoir de décision. Ne laissez pas les autres décider pour vous. Laissez pas aussi la société, je dirais, décider pour vous.
Ce que j'entends par la société, c'est on peut être influencé par beaucoup de choses, par l'air du temps, par ce qui est socialement valorisé, par la publicité, bien sûr. Et c'est aussi intéressant d'écouter son fort intérieur. Donc veillez à vous préserver des moments où vous êtes seul avec vous-même, où vous écoutez ce que vous avez dans votre cœur, écoutez ce qui résonne dans votre corps, quoi. Et c'est d'ailleurs un bon moyen de prendre des décisions. Moi, vous voyez, autrefois, je prenais des décisions que je voulais très rationnelles, donc j'allais lister des critères, les hiérarchiser, etc. Et aujourd'hui, quand je prends une décision, en fait, j'écoute mon cœur et je me dis finalement comment je le sens. Voilà, j'ai quelques options qui s'offrent à moi. Comment je sens chacune d'elles, voilà. Et finalement, quand on se pose cette question et qu'on met notre attention à l'intérieur de nous-mêmes, on se rend compte qu'on a beaucoup de réponses. Et que finalement, comme je l'évoquais tout à l'heure, notre corps est un miroir de la vérité, de la réalité extérieure. Et beaucoup des réponses qu'on peut chercher à l'extérieur sont en fait en nous. Donc c'est vraiment intéressant de préserver du temps pour rester en contact avec soi-même. Voilà, écoutez, en tout cas, merci pour cet échange. Merci à toi, Fares. Merci Laurent, Très c'est heureux de sympa. passer ce moment avec toi et avec Moi aussi. nos auditeurs et lecteurs tunisiens et d'Afrique francophone. Voilà, donc je vous souhaite à tous le meilleur pour la suite. Prenez soin de vous. À toi aussi, merci beaucoup Laurent. Merci à tous d'avoir suivi cet entretien. Merci Laurent Gounel pour cet entretien exclusif pour la Tunisie. C'était un grand plaisir. Merci, Fares.